Passons à un nouvel exercice. Encore une fois, on a deux classes. Là, une classe C, une classe D, avec une classe qui hérite de l'autre. La classe D, elle étend la classe C. Dans la classe C, j'ai une méthode CMyName qui affiche le nom de la classe. Dans la classe D, je surcharge cette méthode de façon à afficher le nom de la classe D. Dans la classe D, j'ai également un main où je crée un objet de type D et où j'appelle sa méthode. Donc là, on n'a pas besoin de se tordre le cerveau. Une méthode privée, ça peut pas être surchargé. Une méthode privée, c'est limité à la classe dans laquelle elle est définie. Donc ça ne peut vraiment pas être utilisé ailleurs et dans une classe fille par exemple. On a une erreur de compilation ligne 3 pour la classe D. Si on a une erreur, c'est parce qu'on a utilisé la notation override. Sans override, on aurait compilé, mais on aurait créé une toute nouvelle méthode indépendante de celle de C, et bien ambiguë parce que du même nom. Et si maintenant on retire la notation override, qu'est-ce qui se passe? En retirant override, Java il laisse passer. Ce qu'il voit, c'est une nouvelle méthode, CMyName, qui est privée, qui appartient à la classe D, et qui a le même nom qu'une méthode de la classe C, mais qui n'a rien à voir. Et donc ça passe. Ligne 7, on se trouve dans la classe D, une instance qu'on créerait de la classe D a bien le droit d'appeler la méthode privée CMyName. Donc ligne 7, on sait qu'on va afficher d.class.getName. Après ça, je ne suis pas sûr que vous ayez à le savoir pour la certification, mais le name pour une classe, ça va être son nom qualifié, c'est-à-dire le nom précédé de tous les packages. Passons à une nouvelle question. Que fait ce programme? Dans ce programme, dans le même fichier, on a deux classes, une classe E et une classe F. La classe E, elle possède deux méthodes, une méthode print et une méthode hello. La classe F, elle hérite de E, elle possède elle aussi une méthode privée print qui appelle print. Dans un main, on crée un objet de type F et on appelle sa méthode print. On met ensuite la référence de notre objet dans une variable de type E et on appelle les méthodes print et hello. Est-ce que ce programme compile et s'il compile, comment il se comporte? Le programme il compile bien, donc les appels qu'on fait, ligne 14, 16 et 17, ils sont bien cohérents avec le type des variables. On note bien qu'on ne fait pas un e.print, puisque la méthode print de la classe E elle est privée, donc je ne peux y accéder qu'au sein de ma classe, mais pas au sein d'une autre classe, en l'occurrence F. Le piège il se trouve ligne 11. Ligne 11, la méthode print, elle appelle print. Donc l'ambiguïté, elle est de savoir si on appelle la méthode print définie pour la classe F ou la méthode print définie pour la classe E, puisqu'on hérite de E qui possède une méthode print. Mais on peut couper court au débat, puisque la méthode print de E, elle est privée, donc je ne pourrai jamais y accéder depuis la classe F. Donc si j'appelle une méthode print dans la classe F, c'est que c'est la méthode print de la classe F. Et ce qu'on a ici, c'est très moche, donc c'est un appel récursif. La méthode print va appeler la méthode print, qui va appeler la méthode print, qui va appeler la méthode print, et on n'en finit plus. Et là, on arrive assez rapidement sur une Stack Overflow error. Parce que Stack Overflow, c'est pas uniquement un site d'entraide pour développeurs, c'est aussi une réalité. Passons à une nouvelle question. Alors on n'est pas encore totalement épuisé avec nos exercices d'héritage, et comme pour l'exercice précédent, on a un fichier Java qui contient deux classes, avec une classe qui hérite de l'autre. Dans les deux classes, on a des méthodes print et des méthodes hello, qui ont la même signature. Dans la méthode main de la classe H, on crée un objet de type H, et ensuite on essaie de l'appeler à partir d'une variable de type H ou d'une variable de type G. Le programme y compile et il va afficher F et F. On en a déjà parlé, ce n'est pas le type de la référence qui va déterminer la méthode appelée, c'est le type réel de l'instance. La seule instance que je crée, c'est une instance de type H. Je vais compiler pour les lignes 15 et 16. Mais dans les deux cas, la seule méthode hello que je vais appeler, ce sera celle de H, puisque c'est le type réel de mon objet. La méthode hello de ma classe H, elle appelle la méthode print. La méthode print, elle est privée dans G et elle est privée dans H, donc ce sont vraiment deux méthodes indépendantes. La seule méthode print que peut voir hello de la classe H, c'est sa propre méthode privée, celle de la classe H, qui affiche F. Le programme, il affiche donc F puis F. Passons à une nouvelle question. Dans ce programme, on a à nouveau deux classes, et chacune possède une méthode print.
La différence entre les deux méthodes, elle est que ligne 8 pour la classe L, j'ai le mot-clé statique. Vous avez ici la méthode main. Si le programme compile, qu'affiche la méthode main? Pas besoin de réfléchir trop longtemps. Les deux méthodes print, elles sont au conflit. Elles sont au conflit parce qu'on a le mot-clé statique, donc on ne va pas compiler. Pour Java, en introduisant le mot-clé statique, on a créé une super ambiguïté. Parce qu'une méthode statique et une méthode d'instance, ça n'a rien à voir. Il y en a une qui va être associée aux instances de la classe, et une autre qui sera valable au niveau classe pour toutes les instances à la fois. Les deux méthodes sont en conflit, et donc ça ne compile pas. Nouvelle question. La méthode que je surcharge et la méthode surchargée sont toutes les deux statiques. Comment se comporte le programme? Là, on n'a pas créé une ambiguïté pour Java, par contre on a créé une super ambiguïté pour le développeur, pour le code, donc ne faites surtout jamais ça. La méthode statique, elle est associée à la classe. Donc contrairement aux méthodes non statiques, c'est bien le type de la référence cette fois qui est important. Si j'appelle la méthode statique depuis une référence du type de la classe mère, c'est la méthode de la classe mère que j'appelle. Et si j'appelle la méthode statique depuis une référence du type de la classe fille, ce sera la méthode statique de la classe fille. Tout ça fait que le programme affiche LK. L'objet que je crée dans mon main, c'est un objet de type L. Mais ligne 16 et ligne 17, ce qui compte, c'est bien le type de la référence. Donc si ligne 16, ma référence, c'est une référence de type L, je vais appeler la méthode statique de la classe L. Et puisque 17, ma référence, c'est une référence de type K, même si mon objet réel est un objet L, c'est bien la méthode statique de la classe K que j'appelle. Tout ça, c'est pas intuitif, et la morale de l'histoire, c'est surtout, en cas d'héritage, on s'arrange pour absolument ne pas avoir deux méthodes qui ont la même signature et qui sont statiques dans la classe mère et dans la classe fille. Nouvelle question. J'ai deux classes, et ces deux classes, elles ont une méthode print. La méthode print de la classe L2, elle surcharge la méthode print de la classe K2. Dans mon main, je crée un objet de type L2 et j'appelle sa méthode print. Je stocke ensuite cette référence dans une variable de type K2 et j'appelle la méthode print, qu'affiche le programme. On revient dans un cas qu'on a déjà vu précédent, ce qui va compter pour des méthodes non statiques, ça va être le type réel de l'objet. Donc l'objet, c'est un objet L2. Donc que je l'appelle via une référence de type L2 ou de type K2, ligne 14, c'est toujours la méthode print définie dans L2 que j'appelle. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'affiche la méthode de L2. La méthode de L2, elle appelle une méthode hello qui affiche L2. Donc mon programme va tout simplement afficher L2. Tous ces exercices, c'était un peu aride, donc vous pourrez y revenir. Passons maintenant sur les rappels. Une méthode, ça peut donc être redéfinie dans une classe fille, et on parle de surcharge. En anglais, ça va être override. La méthode dans la classe fille, elle a la même signature pour ce qui est du nom et des paramètres. En revanche, elle peut se différencier de la méthode parente selon plusieurs règles. La règle numéro 1, c'est que la méthode fille, elle ne peut pas être moins visible que la méthode parente. Par exemple, je ne peux pas avoir une méthode fille protected si la méthode parente, elle est publique. En règle numéro 2, une méthode fille ne peut pas envoyer une nouvelle checked exception. Une checked exception, c'est une exception qui n'est pas une sous-classe de la classe runtime exception. Une méthode fille, elle peut ne pas émettre les exceptions de la classe mère, mais ce qui est important, c'est qu'elle n'en émette pas de nouvelles. En tout cas, pas de checked exception. Règle numéro 3, le type de retour, ça doit être le même ou un sous-type, et on parle de covariant. Attention aux sous-types ou covariants, donc ça ne s'applique pas aux primitives. Short, c'est pas un sous-type de int. La règle numéro 4, c'est qu'en cas de surcharge de méthode, c'est toujours la méthode surchargée qui est appelée, quel que soit le type de référence utilisé. Alors même avec ce qu'on s'est dit sur les méthodes statiques, ça reste vrai, puisque quand on définit deux méthodes statiques qui ont la même signature dans une classe mère et dans une classe fille, on n'est pas sur de la surcharge, on est sur deux méthodes
qui sont indépendantes. On parle plus de hidden method, donc de méthodes qui se cachent l'une l'autre. Les méthodes privées, on ne peut pas les surcharger. La méthode privée dans la classe fille, quelque part, elle va cacher celle de la classe parente. Et c'est pour ça qu'on parle de hidden method, comme pour les classes statiques. Les méthodes statiques, elles suivent le même principe que les méthodes privées. C'est des méthodes qui vont se cacher l'une l'autre. Et contrairement aux méthodes non statiques, c'est le type de la référence qui va définir la méthode qui est appelée. Et c'est ce qu'on a vu en exercice. On a également vu qu'on pouvait avoir des conflits pour les méthodes qui seraient présentes dans les classes mères et les classes filles, qui auraient la même signature mais qui différeraient au niveau du mot-clé statique. Donc on en aurait une statique et pas l'autre. Et ça engendre une erreur de compilation. On n'a pas parlé de la surcharge des variables. On repassera certainement dessus plus tard. Mais pour les variables, c'est relativement simple, puisqu'on se rapporte au même cas que les méthodes privées statiques, et à cette notion de membre qui en cache un autre. Donc là, de variable qui va en cacher une autre. Quand je redéfinis une variable dans une classe fille, elle va complètement masquer la variable qui aurait le même nom et le même type dans la classe mère. On a plus des variables qui cohabitent que des variables qui se surchargent. La notation override, elle permet d'indiquer explicitement qu'une méthode surcharge une méthode issue d'une classe parente. Et c'est grâce à cette annotation que Java peut vérifier à la compilation qu'on a bien appliqué les règles de surcharge. Je peux aussi utiliser la notation override au niveau des interfaces. On verra plus tard que la notion de surcharge, ça s'applique intrinsèquement à la notion d'interface. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.